Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Martin, le fondateur de Bivouac, une société qui accompagne les investisseurs dans leur recherche d'appartements, la réalisation de travaux et la mise en place de locataires. Martin nous donne donc des éléments clés d'un bon investissement, car la transparence fait aussi partie de la stratégie de communication de sa société. Son avantage, il achète quasiment un appartement par jour. Il a forcément une expertise intéressante à apporter aux investisseurs qui n'ont pas assez de temps pour s'en occuper eux-mêmes. Salut Martin, merci de venir dans ce podcast. Martin, on a quelques points communs, notamment le fait d'avoir fait à peu près les mêmes écoles à un temps un petit peu différent. Donc tu as fait le STP, tu as fait le SCP, et puis toi aussi tu as monté une boîte dans l'immobilier. Et cette boîte s'appelle Bivouac. Ça va être un petit peu le thème de notre discussion parce qu'elle est tournée autour de l'investissement immobilier locatif. Eh ben écoute, salut Arnaud. J'ai tout dit, c'est ça. Tout dit, je sais pas, mais une bonne partie déjà, ouais. Ravi de te recroiser depuis tout ce temps et par ces conditions sanitaires pas si simples. Moi, c'est Martin, effectivement. Du coup, je suis président et cofondateur de Bivouac. Bivouac, notre mission, c'est de rendre l'investissement immobilier locatif simple. Voilà. Et j'imagine qu'on va en discuter un petit peu ça. L'idée, c'est de discuter en long, en large, en travers de comment faire ces investissements, quelle est la raison d'être de Bivouac derrière, parce que sans dévoiler la conclusion, on va se rendre compte que faire des investissements immobiliers, ça prend du temps, faut éviter de tomber dans des pièges, voilà. Et l'idée de se faire accompagner, c'est pas forcément dénué de sens. Donc les premiers points que je voulais aborder, c'est bon. L'idée de faire ces investissements locatifs, c'est extrêmement populaire au niveau de la population française, faire de l'investissement en immobilier. Ce qu'on dit souvent, c'est que les Français adorent la pierre et l'assurance vie. L'investissement dans la pierre, donc c'est souvent pour les personnes physiques tournées autour du résidentiel. On a des investissements qu'on peut faire dans les bureaux, dans les commerces, mais ça demande d'autres compétences et d'autres montants. Donc en fait, beaucoup d'investisseurs se tournent vers le résidentiel. Et le résidentiel, c'est quoi ? C'est acheter un appartement, le mettre en location, toucher les loyers, piloter quelque part son endettement et garder ça relativement longtemps, peut-être le revendre un moment, etc. Il y a un premier élément que je voudrais évoquer avec toi, c'est ce calcul à la fois de rentabilité et de cash flow, puisque on se rend beaucoup compte que quand on fait un investissement locatif, on a du mal à couvrir le montant de son emprunt avec le loyer. Donc en termes techniques, on va appeler ça du cash flow négatif. On a du cash flow qu'on peut considérer neutre et voire même parfois du cash flow négatif. Là-dessus, toi, c'est quoi à la fois ton sentiment de marché, de recommandation ? J'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Alors tu parles en disant que l'investissement dans la pierre, c'est l'investissement préféré des Français et j'ai une statistique sous les yeux, je crois que c'est 70% des Français qui pensent en premier à investir dans l'immobilier locatif, et notamment l'immobilier résidentiel, donc acheter un appartement, une maison, un immeuble pour le mettre en location. Pourquoi ? Simplement parce que ça nous parle à tous. On a tous été plus ou moins locataires à un moment dans notre vie. Et puis ça correspond à un besoin primaire. Exactement. On a besoin d'habiter quelque part. Donc naturellement, on connaît un petit peu, quoi. Exactement. C'est pas demain la veille qu'on aura plus besoin de toit pour se loger. Et donc voilà, c'est un investissement qui parle, comme tu le dis, au plus grand nombre. Maintenant, il faut faire effectivement les bons choix. Quand tu as parlé de plein de choses, plein d'indicateurs qu'il faut regarder avant de se lancer. Donc rendement, cash flow positif, on va essayer d'un peu de dégrossir tous ces termes-là. Est-ce que tu veux qu'on commence par le rendement ? Oui, comment on calcule un rendement ? Ouais. Allons-y. Alors rendement, déjà, il y a plein de différentes religions. Il n'y a pas une seule définition de rendement. Je crois que c'est important de le rappeler. Parce que le rendement n'est qu'un indicateur pour comparer les performances
deux ou plusieurs investissements entre eux. Donc comment est-ce qu'on... Alors, peut-être une des définitions les plus répandues de ce rendement immobilier, c'est la somme des loyers sur le prix d'achat du bien, auquel on peut ajouter, si tu préfères, les travaux, chose que nous on fait chez Bivouac parce que ça nous paraît, par exemple, un fossé de ne pas prendre en compte les frais de travaux, les frais de rénovation de l'appartement quand on achète dans l'ancien. L'idée c'est de voir tout ce qu'on dépense, donc ça va être la valorisation, l'acquisition du bien, les frais associés, donc les frais de notaire, éventuellement des frais d'agence, plus des travaux, donc ça c'est la somme d'euros qu'on a dépensés, quoi. Exactement. Ce ratio-là, il nous donne un pourcentage et plus le pourcentage est grand, plus on en déduit que notre investissement nous rapporte de l'argent tous les mois, tous les ans. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier indicateur de base auquel il faut s'attarder. C'est une sorte de rendement brut. Ouais. La définition que je viens de te donner, c'est le rendement brut, avec quand le numérateur ne comporte que les revenus, du coup, les loyers que tu perçois. Et puis, on peut affiner ce premier indicateur en calculant ce qu'on appelle un rendement net dans un premier temps, ne prenant plus en compte uniquement les revenus, mais également toutes les charges, parce que investir dans l'immobilier, c'est ça la réalité. C'est aussi avoir pas mal de charges à payer. Je peux les nommer, on peut en nommer certaines. Si on achète en copropriété, il y a des charges d'entretien de l'immeuble qui vont devoir inévitablement être payées. Également tout ce qui est frais de... les taux de les frais d'emprunt, voilà. Quand on fait appel à la banque pour investir, on a certains frais d'emprunt à payer. Il y a des taxes aussi. Les taxes foncières, voilà, tout un tas de charges qui revient aux propriétaires de payer chaque mois ou chaque année, qu'il faut inclure dans le calcul de ce rendement net. Et on peut aller même au-delà en faisant le calcul du rendement net de net, où là on vient inclure également la fiscalité, qui est une dépense également à prévoir. Et ça, la fiscalité, c'est un peu plus dur à prédire, j'allais dire, mais à calculer, dans le sens où c'est du revenu foncier, donc ça dépend de la tranche marginale d'imposition de chacun. Ça dépend de plein de choses, comme tu l'as dit, notamment la tranche marginale d'imposition de chacun, mais aussi le régime fiscal que l'investisseur aura choisi et son mode d'acquisition. Est-ce qu'il investit en tant que particulier ou est-ce qu'il est passé par une société, notamment une SCI par exemple, pour réaliser son opération. D'accord, donc voilà, effectivement, faut rien oublier, il ne faut pas se faire aveugler forcément par un premier rendement qui pourrait être hyper attractif. Il ne faut pas oublier être propriétaire de biens immobiliers, ça nécessite des dépenses, des taxes et des impôts, et il vaut mieux les prendre en considération très tôt pour avoir une vraie vision du cash, on va dire, que ça va dégager. Et alors, cette idée cette notion de cash flow neutre, positif, négatif, c'est quoi ? Alors le cash flow, c'est la différence entre l'ensemble des revenus que génère cet investissement en question, donc les loyers que on perçoit chaque mois, et l'ensemble des charges, ces mêmes taxes, ces mêmes factures EDF, tous des consommables, toutes les choses qui sont facturées aux propriétaires, que l'on dépense aussi et qu'on peut ramener du coup pareil à une dépense par mois. Et c'est cette différence, le cash flow, c'est simplement la différence entre les revenus et les charges. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait le bilan, on parle d'un cash flow positif si jamais on a plus de revenus que de charges, un cash flow neutre si les deux s'équilibrent, et puis à l'inverse un cash flow négatif quand les charges sont un peu plus importantes que les revenus. Et alors moi ce que je constate, mais c'est d'un point de vue perso, tous ceux que je croise qui ont fait des investissements en immobilier locatif se retrouvent à mettre au pot tous les mois. En fait, le loyer va pas suffire à couvrir la charge de l'emprunt. Donc là, on est sur un cash flow négatif. Exact. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est communément admis qu'un investissement en immobilier locatif, c'est un truc à cash flow négatif. Et c'est une erreur, mais il existe de tout dans la nature, dans ce marché de l'immobilier français, du moins, parce que pour un marché que je connais, il est possible aujourd'hui de effectivement réaliser des opérations à cash flow positif ou neutre.
et pour ça, il faut aller chercher des opérations, donc des opportunités d'investissement dans des marchés qui présentent suffisamment de rendement, on en parlait tout à l'heure, donc qui peuvent dégager des loyers qui sont supérieurs à, rien que déjà pour commencer, la mensualité d'emprunt, et puis même du coup un petit peu supérieur à cette mensualité d'emprunt, puisqu'il y a, comme on l'a dit aussi précédemment, toujours des charges associées au fait de posséder un appartement, une maison, un immeuble. Et ça, c'est tout à fait possible. Pas n'importe où. Parce que voilà, la réalité, c'est que peut-être que les gens que tu as croisés ont fait des investissements tous dans des très grandes villes. Plutôt dans des grosses agglomérations, enfin, voilà. Majoritairement à Paris et région parisienne. Paris et région parisienne, c'est sûr que là, c'est plutôt un marché où c'est... Là, pour le coup, je te rejoins. Très très rare de trouver une opération à cash flow positif en la faisant financer par une banque. Encore une fois, on oublie, faut pas oublier que une des grosses charges et une des grosses dépenses qu'on va avoir chaque mois, c'est cette mensualité d'emprunt si on fait appel à l'argent, au levier bancaire pour financer son projet. Parce que là, il suffirait de mettre beaucoup plus d'apports pour avoir moins d'emprunts. Exactement. Pour transformer l'investissement en cash flow neutre ou positif. Ou positif, ouais. Mais là, on pilote l'emprunt, donc il faut plus d'apports et on a un petit peu moins de dettes. Mais l'idée, l'investissement immobilier, c'est un des seuls investissements où on peut utiliser l'effet de levier. Donc généralement, on a tendance à l'utiliser au maximum, quoi. Ouais, là pour le coup, je te rejoins à 100%. Si je devais résumer l'investissement immobilier en un seul avantage, je nommerais cet effet de levier. C'est, comme tu l'as dit, le seul placement où on a encore à l'heure actuelle un banquier qui accepte de nous prêter. C'est ça l'intérêt, c'est d'aller chercher de l'argent qui ne nous appartient pas, qui est aujourd'hui dans une banque, de mettre un petit peu d'argent de sa poche au démarrage pour lancer ce projet, de trouver une opération où les loyers nous remboursent en totalité ou partie des charges et notamment de cette mensualité d'emprunt qu'on va devoir rembourser, et puis d'attendre 10, 15, 20, 25 ans avant d'être 100% propriétaire d'un logement qui aura du coup été financé en grande partie par le locataire et qui, si on a en plus réussi son coup, aura pris de la valeur dans le temps et nous aura permis de gagner doublement de l'argent, par les revenus qu'on aura générés avec les loyers qu'on aura facturés aux locataires chaque mois, mais aussi la plus-value, donc l'augmentation du prix, la valeur du bien. de la valeur du bien au fur et à mesure du temps. Alors on évoquait le marché des grosses agglomérations. J'avais envie de rebondir en disant qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise stratégie, on va dire. On peut choisir d'investir en région parisienne parce que par proximité, par connaissance, on se dit que c'est peut-être un petit peu plus facile, mais on va se heurter au fait que les valorisations sont assez élevées, qu'on va avoir un rendement qui va être peut-être inférieur. Alors le rendement va toujours correspondre au risque, mais on se dit on est en région parisienne, il y a du monde, donc on devrait toujours trouver quelqu'un pour le louer. Donc c'est une stratégie qui se défend, qui n'est pas forcément mauvaise. Et l'idée, c'est peut-être de réfléchir un petit peu au-delà et de se dire, bon, est-ce que je peux aller trouver des biens dont la valeur est peut-être un peu moins élevée, dont le rendement va être un peu plus grand parce que je vais être dans des zones un peu moins demandées, un peu plus périphériques, ou peut-être que je vais aussi organiser un rendement différent avec de la colocation, où je vais essayer de repenser un petit peu le bien. Là encore, toi, avec Bivouac, qu'est-ce que vous proposez sur cette verticale ? Ouais, déjà pour revenir sur cette question de stratégie, il n'y a pas une seule bonne stratégie. Je dirais qu'il y a chaque investisseur a sa propre stratégie en fonction, qui va différer en fonction de où est-ce qu'il en est dans l'état de la construction de son patrimoine, en fonction de ses capacités aussi financières. Investir à Paris notamment, puisque tu la mentionnes, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'apports du coup. Beaucoup d'apports, effectivement, parce que les premiers prix d'acquisition sont déjà assez élevés. Et puis aussi, forcément, en fonction du niveau de risque qu'il est prêt à prendre, puisque, on vient de le dire, le risque est proportionnel à ce rendement. Suivant tout ça, suivant si nous, avec Bivouac, notre métier, c'est d'accompagner des gens qui ont un projet d'investir et de les conseiller justement pour choisir quelles sont les villes, et même au sein de ces villes, les quartiers qui correspondent au mieux à la stratégie qui
qui semble leur correspondre à l'instant T de leur projet, où ils en sont. Et puis, donc pour ça, on analyse tout le marché. On fait pas mal d'analyses de données afin de sélectionner justement ces villes qui sont les plus prometteuses en termes d'investissement immobilier. Et puis on les oriente, on va chasser même des opportunités pour eux sur le terrain. On leur propose des projets et ensuite on gère toute la mise en place du projet, donc en passant par la recherche de financement, les travaux, la mise en location et j'en passe. Donc typiquement, moi je viens en région parisienne, je me dis je vais commencer à faire de l'investissement locatif, je vais regarder le marché parisien, je vais me rendre compte que, et bon, le climat a peut-être un tout petit peu changé, mais qu'en gros, même si les valorisations sont très élevées, ça part aussi très vite, donc il va falloir que je dédie plus de temps à le faire, et ça va me demander pas mal d'apports, pour une rentabilité qui va être moindre parce que je suis sur un marché ultra sécurisé, donc ça va me demander forcément un effort d'épargne supplémentaire. Et je pourrais me dire, bon, je vais aller acheter ailleurs, je vais aller dans une autre métropole, dans une autre ville. Et là, ça me pose le problème il va falloir que je me déplace, il va falloir que j'aille sur un marché que je connais pas. Et toi, en fait, ta valeur ajoutée, c'est de dire, bon, nous, on a analysé des villes, on est pertinent sur ces villes, donc on a des niveaux de valorisation, on sait quels sont les niveaux des loyers, on sait organiser la transaction, les travaux, etc. Et finalement, je peux investir avec Bivouac en me disant, c'est du clé en main, quoi. C'est ça, on accompagne des particuliers qui sont à Paris, là depuis où on se parle aujourd'hui, mais aussi depuis qui sont basés à Singapour, à New York, en Suisse. Pour qui c'est encore plus compliqué exactement, pour qui c'est encore plus compliqué d'investir sur le sol français. Mais on accompagne également des Lillois qui veulent investir à Lille, qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de consacrer tout leur week-end à la recherche d'un appartement et au suivi des travaux de rénovation comme il y en a souvent. Donc, oui, notre service permet vraiment à ces particuliers d'investir depuis leur canapé, sans se déplacer, et en évitant les tracas qui vont généralement de pair avec un projet immobilier, parce que c'est parfois un vrai parcours du combattant. Et alors typiquement, ce serait quoi l'investissement type ou l'investissement moyen? Il faut combien d'apports? Quelle est la valeur de l'appartement? Tu arrives à trouver des opportunités à cash flow neutre, positif? Ça va être quoi le cas moyen? Ou ce que recherchent les gens et ce que tu peux trouver? Aujourd'hui, un projet moyen se situe autour de 150 200 000 euros d'achat. Donc ça représente généralement 10 à 15 000 euros d'apport pour un particulier. Encore une fois, là, c'est très variable parce que tout dépend vraiment de la situation du client, et de sa relation avec son banquier. C'est souvent ça. Ou alors, c'est aussi pour ça qu'on est là. On a pas mal de partenaires financiers qui aiguillent nos clients justement dans les rouages du système bancaire pour trouver les meilleures offres et trouver un financement, tout simplement. Après, encore une fois, on va revenir à ce que tu as dit précédemment. Tout dépend de la stratégie, mais on va peut-être parler donc des stratégies qu'on pratique le plus de notre côté. La plupart de nos clients sont des primo-investisseurs ou souhaitent réaliser un second investissement après s'être rendu compte par eux-mêmes que ça prenait beaucoup de temps et que c'était assez galère d'en faire un premier tout seul. Et donc, généralement, l'objectif, c'est d'aller acheter soit une petite colocation, un petit étroit qu'on peut trouver dans ces budgets-là dans des métropoles françaises, on va dire comme Marseille, comme Lille. Voilà, dans des quartiers encore dynamiques et où les prix n'ont pas encore flambé comme ça a pu être déjà le cas dans plein centre de Lyon, en plein centre de Rennes ou Bordeaux, j'imagine aussi. Bordeaux également, oui, tout à fait. Bordeaux qui a pris 68% de valeur sur les 10 dernières années. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas dans ces villes-là où on va trouver des choses très abordables et très rentables à l'heure actuelle. Mais un projet typique chez nous, j'en ai un sous les yeux là. Voilà, c'est
Donc si on fait des colocations comme ce T3 que je viens de vous parler, on fait aussi du studio, un T1 à Rennes, dans un quartier étudiant, qu'on peut trouver encore même à l'heure actuelle autour de 100 120 000 euros, qui va se louer quasiment aussi cher qu'un studio à Paris à l'heure actuelle, et pourtant être presque la moitié du prix de ce que de ce fameux studio qu'on achèterait aujourd'hui à Paris. Alors, c'est peut-être des studios qui en font pas exactement la même taille non plus. On est même sur des surfaces parfois plus grandes. En province, c'est ça. c'est effectivement, quand on est dans une ville comme Rennes où le prix de mètre carré se situe selon les quartiers entre 3 000 et 4 000 euros, 5 000 euros du mètre carré, c'est quasiment 2 fois moindre, même 3 fois moindre que dans certains quartiers parisiens. Donc là-dessus, on arrive à avoir des rendements entre, je dirais, 5 et 7-8%, qui nous permettent de dégager, comme on le disait auparavant, suffisamment de loyers pour venir couvrir tout ou partie de ce remboursement de l'emprunt et de ces taxes foncières, charges de copropriété, et tous les frais d'entretien aussi liés au simple fait de posséder un appartement en tant que propriétaire. Les gens qui se rendent sur Bivouac, sur cette stratégie, ils vont plutôt rechercher quoi? Quelque chose qui va leur demander zéro effort d'épargne, qui peut leur demander un peu d'effort d'épargne. Ils n'ont pas d'école, ou vous les orientez aussi peut-être? Encore une fois, c'est très variable, tout dépend de où est-ce qu'ils en sont dans la construction de leur patrimoine. Si on a affaire à un particulier qui réalise son premier investissement locatif, ou son second investissement locatif, donc l'objectif le plus souvent, c'est de bénéficier de cet effet de levier, cette capacité à emprunter de l'argent auprès de la banque, pour lancer des projets et les porter pendant, on va dire, quasiment le plus longtemps possible, presque jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'emprunt, afin demain de soit réutiliser cet argent pour lancer à nouveau d'autres projets immobiliers locatifs, ou même peut-être on peut imaginer acheter une résidence secondaire, acheter une résidence principale un peu plus grande, qu'on viendrait même léguer à ses enfants, ses héritiers demain. Voilà, souvent c'est ça le projet, se créer vraiment, l'objectif principal, c'est de se créer une sécurité. Ça résonne encore plus dans la phase, dans le monde qu'on traverse aujourd'hui, qui est plein d'incertitudes. Plein d'incertitudes sur la situation économique actuelle, plein d'incertitudes sur notre système des retraites aussi pour l'avenir. Donc l'objectif, c'est de lancer un premier projet qui nécessite pas trop d'efforts, donc pas trop d'apport au démarrage, et pas trop non plus d'efforts réguliers, donc un cash flow, comme on en parlait, neutre, ou voire même un peu positif si on y arrive à trouver ça. Et c'est possible encore de trouver ça pas de partout, hein. Alors des villes très, très dynamiques comme Rennes, Nantes ou Lille, et Lyon, ça devient quasiment mission impossible, mais c'est encore possible à Nancy, à Marseille, à Angers, voilà, d'autres métropoles très en vogue également. Puis j'imagine que c'est un marché qui doit être mouvant, c'est-à-dire que là où tu avais des bonnes opportunités il y a quelques années, c'est peut-être un petit peu tari parce que beaucoup de gens sont mis à investir, à trouver des opportunités, et donc ça fait peut-être augmenter les prix, et donc les opportunités disparaissent finalement. Il faut aller chercher ailleurs, quoi. Exactement, c'est notre métier, c'est notre quotidien, de nos équipes qui sont sur le terrain, qui sont très mobiles, qui visitent des appartements tous les jours, qui forcément, du fait ça fait plusieurs années qu'on fait ce métier maintenant, et on a suivi l'évolution de ces différents marchés. Ça nous arrivait parfois de quasiment voir des prix d'appartements qui 2-3 ans plus tard avaient doublé, du fait de l'évolution des prix de marché. Je pense à des villes comme Rennes, où on investissait dans des quartiers comme Villejean, un quartier très étudiant, situé à 5 minutes de l'hypercentre-ville en métro. C'est dans ces quartiers où il y a beaucoup de projets de rénovation, des projets même d'infrastructures importants, avec des nouveaux axes de métro qui sont ouverts. Aussi Rennes qui a été rapproché de Paris par l'arrivée de cette fameuse LGV qui a relié un peu tout l'ouest à la capitale en maintenant beaucoup moins de temps. De par
en partie ces mécanismes-là structurels et puis aussi cette évolution du marché dans les grandes métropoles de manière générale en France qui est tout pris de la valeur, on se retrouve à avoir des quartiers où avant on arrivait à trouver des appartements avec des forts rendements qui aujourd'hui finalement sont des rendements moyens parce que les prix ont quasiment doublé dans l'espace de 3 ans. Ouais, c'est des choses qu'on a constatées. Donc il faut sans arrêt se confronter, scanner le marché, essayer de trouver où sont les quartiers qui demain vont prendre de la valeur et où on a pour autant cette tension locative suffisante pour avoir un projet locatif qui tient la route. Parce qu'un beau rendement théorique, c'est une chose, mais avoir un locataire 12 mois sur 12 dans son appartement qui paye, c'en est une autre. Oui, parce que ce qu'on peut mentionner, c'est que j'imagine sur des petites surfaces, on a une rotation des locataires qui est peut-être plus importante que sur les grandes. D'ailleurs, peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a un moment, le locataire s'en va. Et il peut rester un peu longtemps, pas très longtemps. Et entre les deux, il peut y avoir ce qu'on appelle de la vacance. Donc, il n'y aura pas de loyer, il y aura des charges qu'il faudra continuer à payer. Et puis peut-être que si on veut trouver un autre locataire, il faut passer un coup de peinture, faire une petite rénovation. Et je voulais dire, justement pour trouver ces bonnes opportunités, parce que j'allais dire, ça peut paraître trivial ou simple de dire, en fait, il suffit de se cogner les sites des petites annonces et puis de regarder un peu tout ça et de faire 2-3 visites et c'est réglé, quoi. Ouais, c'est en partie la réalité. Il faut les sites des petites annonces, Le Bon Coin, le PAP, le Se Loger, on les connaît tous et il y en a plein d'autres même. Mais on arrive à trouver des opportunités. Ça, c'est comme une matière première quoi, pour vous aussi. Nos chasseurs, nous, on a même développé des algorithmes qui scannent l'ensemble de ces portails-là et qui nous permettent de repérer les opportunités dès qu'elles sortent afin d'être les premiers, parce que c'est souvent ça l'enjeu. Dans des zones très tendues, il faut être le premier, sinon on n'a même pas une chance de pouvoir faire une offre ou de le visiter. Donc nos chasseurs passent beaucoup de temps sur ces portails-là, mais aujourd'hui 75% des projets qu'on propose à nos investisseurs sont des opportunités qui nous ont été apportées même avant qu'elles atterrissent sur un portail comme Se Loger. Tout ça parce que du fait d'être présent localement, de chasser des appartements tous les jours, on a développé des réseaux avec des professionnels immobiliers locaux qui nous font part quand une bonne opportunité arrive sur le marché. Et généralement, quand c'est une bonne opportunité, elle ne voit même pas le jour d'un portail immobilier comme Se Loger. Mais ça nous arrive encore de trouver des choses même sur PAP, sur Le Bon Coin. Vu que nous, on est vraiment chasseurs, on ne rentre pas de mandat de vente, on est indépendant et on peut proposer n'importe quelle opportunité qu'on arriverait à trouver sur le marché, qu'elle soit amenée par un professionnel ou un particulier directement. Ça nous arrive encore de trouver des choses effectivement sur les portails comme PAP, comme Le Bon Coin. Ce qu'il faut simplement, c'est de la réactivité. Généralement, il faut être très mobile, il faut accepter de tout de suite, même parfois se positionner sans avoir vu le bien, c'est pas toujours évident à faire. Oui, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'a priori, la barrière à l'entrée pour trouver du bien, elle est quand même pas très très élevée. Enfin, il suffit d'eux, et c'est déjà assez fort comme terme. En y consacrant du temps. Oui, il suffit d'y consacrer pas mal de temps, d'avoir ses veilles sur ces moteurs de recherche, et puis le tout, il suffit pas de trouver. À un moment, il faut aussi pouvoir passer à l'acte. Exactement. Et donc là, une question de rapidité qui est quand même très importante sur les marchés tendus. Et donc ça, pour pouvoir se positionner, visiter, il faut éventuellement connaître un petit peu le marché, ce qui est très compliqué de connaître tous les marchés de France et de Navarre quand on habite à un endroit et que son immobilier n'est pas forcément son métier. Donc il faut avoir cette capacité à avoir un jugement, à se dire bon, c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire, je me positionne pas, et ensuite pouvoir se positionner. Là, tout ce que tu es en train de dire, c'est que d'une part, vous utilisez les canaux classiques, mais qu'en plus, parce que vous êtes un gros investisseur pour compte de tiers, finalement, vous arrivez à capter un peu la demande en amont. Exactement. Parce que les opérateurs, j'imagine, savent que s'ils vous présentent le bien, ils ont une chance non nulle de le vendre sans avoir à passer par les réseaux classiques. Donc ça sécurise un petit peu tout le monde. C'est vrai, nous finalement, on n'a pas parlé de business model, mais nous c'est nos investisseurs, donc les acheteurs qui nous payent. On prend une commission 100% au succès une fois qu'on leur a trouvé un projet et qu'ils sont devenus propriétaires de ce bien-là. Donc de ce point de vue-là, vu qu'on n'a pas de partenariat, on est indépendant, on peut proposer n'importe quelle opportunité qu'on trouverait sur le marché. On ne demande pas de commission à un autre professionnel qui
qui aurait mis ce bien en question sur ce marché. Les professionnels nous aiment bien parce que finalement, nous, ils nous appellent, on est sur place, on arrive quasiment, parfois c'est dans la journée, on fait une visite, un scan en 3D, un rapport d'expertise qu'on envoie à notre investisseur. Lui peut, de son canapé, avoir toutes les informations sur le bien qu'il faut pour pouvoir se positionner très rapidement, plus la visite en 3D, et peut en un clic quasiment, un appel avec un de nos conseillers, et bien se positionner sur le bien si c'est un projet qui répond à ses attentes. Et puis pour le professionnel en face, c'est un peu du temps économisé parce qu'il n'a pas à gérer les 150 000 appels qu'il va recevoir des 150 000 prospects plus ou moins qualifiés ou acheteurs potentiels plus ou moins qualifiés qui vont l'appeler suite à l'annonce sur ce loger. Voilà. Oui, parce que j'imagine quand il publie une annonce, ça organise un flux qu'il faut traiter d'informations, des gens qui appellent, des gens qui ont visité. Peut-être que dans le lot, il y a des gens qui rêvent et qui sont pas forcément très intéressés ou qui n'ont pas les capacités d'investissement. L'agent immobilier, il sait, quand le professionnel, il sait qu'il va la vendre. Et sa difficulté pour lui, c'est de savoir à qui choisir. Parfois, on a des cas où on est même si nous on a l'info en premier, il y a parfois déjà 10 acheteurs sur le coup et en même temps que nous, donc c'est bien souvent sur les marchés très tendus, c'est ça la réalité du marché. Donc la difficulté pour le professionnel, c'est s'assurer que la vente va aller au bout, qu'il a trouvé un acheteur qui est qualifié, et ça c'est aussi notre métier en amont. Nous on ne travaille qu'avec des gens qu'on a auprès de qui on a précédemment validé la capacité de financement à l'aide de nos partenaires financiers, auprès de qui on a vraiment précisé la stratégie, auprès de qui on a présenté des exemples de ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle, et des choses qui correspondent à leur capacité et à leur stratégie, et ça permet d'être beaucoup plus efficace, d'aller très rapidement, et de ça vraiment pour sélectionner et capter les meilleures opportunités du marché locatif. Donc voilà, il y a quand même la première barrière à franchir, c'est de trouver le bien, pouvoir se positionner dessus. Donc pas forcément évident parce que ça demande énormément de temps, un petit peu de compétence malgré tout, parce qu'il faut réussir à sentir. Sentir, ça fait un petit peu, disons que ça fait un peu irrationnel, mais quand tu es un peu un professionnel de l'immobilier, tu arrives à sentir si c'est une affaire qui est bonne, qui est pas bonne. Vous, a priori, vous avez ce flair qui vous permet de dire, bon, sur cet actif, on a telle stratégie. Plus que le flair, c'est qu'à force de faire des investissements dans des quartiers, il y a des quartiers où on a même visité des appartements dans quasiment toutes les rues du quartier. On a fait des opérations pour une cinquantaine de clients auparavant dans un seul quartier. Donc on sait combien ça se loue, on sait exactement quelle est la vacance locative espérée sur ce type d'opération, on connaît tous le niveau de taxe foncière, même à peu près de ce type de bien dans cette rue-là précisément. Donc on a toutes les données à notre disposition pour se positionner rapidement. On sait également combien ça va nous coûter parce qu'on est des professionnels, on a des équipes qui s'occupent de la rénovation des appartements qu'on propose à nos clients, donc on sait combien ça va nous coûter en aménagement, et ce qui permet d'avoir vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir se positionner dès lors que l'opération est sortie sur le marché, et voilà. Oui, parce que tu as analysé le bien, tu sais s'il faut faire des travaux, quel est le montant de travaux, tu vas pouvoir intégrer ça dans le business plan. Tout ça se fait très rapidement, j'imagine, pour que tu puisses présenter le dossier à ton investisseur. Exactement. C'est ces rapports d'investissement qu'on édite, qui sont édités automatiquement dès lors qu'on trouve une opération intéressante qui correspond à un besoin de l'un de nos clients. Voilà, on va visiter en fait systématiquement avant d'éditer ces rapports. Alors, tu as des équipes dans toute la France pour Alors, visiter ? on n'est pas présent encore dans toute la France. On est présent aujourd'hui dans 8 villes.
On en a cité déjà quelques-unes par le passé. 8 grandes métropoles en France. Et voilà, donc ce sont nos chasseurs qui sont en full-time chez nous, qui travaillent à 100% pour Bivouac, qui vont à longueur de journée visiter des opportunités, des appartements, des immeubles, et font ces rapports d'expertise, estiment les travaux, l'aménagement à prévoir, et tous les frais qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans une opération d'investissement. Et donc après, faut réagir. Donc ton client investisseur, il a déjà en tête son apport et sa capacité d'emprunt. Donc après, tu peux dérouler assez rapidement l'acquisition. Ouais, les étapes après d'un projet locatif, c'est une fois qu'on a obtenu un accord sur le prix avec un vendeur, il faut ensuite aller le plus souvent trouver de l'argent pour financer ce projet, puisque on l'a dit tout à l'heure, un des principaux intérêts de faire de l'immobilier locatif, c'est de faire appel à cet effet de levier bancaire. Et donc là, il faut convaincre un banquier de nous prêter. Ça se passe c'est basé sur un peu la qualité du projet, hein. Si les banquiers regardent quand même à quel prix on achète, quel est le niveau de rendement, le loyer espéré en face c'est sûr que plus il y a de loyer en face, plus le banquier va être assuré sur notre capacité à rembourser ce prêt, mais pas uniquement. Aujourd'hui en France, les banques regardent encore énormément la qualité de l'investisseur et de l'emprunteur. Donc ils vont analyser vos revenus, ils vont analyser tout un tas de choses. Quelles sont les autres charges que vous avez par ailleurs? Est-ce que vous payez encore un loyer si vous êtes encore locataire? Est-ce que vous avez déjà d'autres remboursements d'emprunt si vous êtes propriétaire de votre résidence principale par exemple et que vous avez encore un crédit dessus? Une fois que ça c'est fait, que vous avez eu votre prêt, et bien là faut passer à tout ce qui est rénovation. Généralement, vu que nous on fait que des opportunités d'investissement dans l'ancien, ce que nos investisseurs aiment bien et ce qu'on leur conseille, c'est de remettre en état l'appartement quasi neuf pour s'assurer d'avoir un minimum de problèmes avec les locataires une fois qu'ils seront arrivés dans le lieu. Ça le rend attractif sur le marché, j'imagine. Exactement, c'est ce qui nous permet aussi d'aller gonfler un petit peu les loyers, de faire on s'occupe de la déco, on s'occupe de tout l'aménagement et on livre des appartements entièrement meublés, équipés, où le locataire n'a plus qu'à poser ses valises, et ce qui rend, comme tu l'as dit, les logements un peu plus attractifs, qui permet de louer un peu plus rapidement. Et donc ça, c'est nos équipes effectivement qui s'occupent de faire tout ça, de suivre. Et là encore, gérer les travaux, c'est pareil. Alors je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde, parce que c'est quand même un peu, ça peut être un peu compliqué, mais on passe généralement par des entreprises, donc si on achète un bien dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, il va falloir identifier ces entreprises, faire confiance à ces entreprises, se rendre sur le chantier pour suivre un peu la rénovation. Tout ça, encore une fois, c'est du temps, et ça demande de ne pas se planter, parce qu'on peut tomber sur une entreprise qui a beaucoup de chantiers, qui va allouer un petit peu moins de temps à celui-ci parce que ce n'est pas une grosse opération, etc. Vous, encore une fois, vous avez identifié des tiers avec qui vous travaillez régulièrement Exactement. Nous, notre rôle, c'est d'être vraiment le chef de projet et on va dire le chef d'orchestre pour accompagner nos clients dans ces projets de rénovation. On n'est pas entreprise de bâtiment, on ne pose pas des cloisons ni du parquet dans les appartements de nos clients, mais par contre, c'est des entrepreneurs, des artisans qu'on a sélectionnés en amont, avec qui s'occupent de faire ça, et avec qui on mène parfois des dizaines d'opérations chaque mois, donc avec des opérations, des entreprises qu'on a l'habitude de voir travailler, auprès de qui on maîtrise exactement les délais, et puis qui savent très bien que si le boulot est bien fait, on va leur reconfier des projets par la suite, ce qui nous permet d'avoir une sorte de pression, un point de pression qui est non négligeable, puisque quand il y a une chose à rattraper, une prise électrique à refaire, un petit coup de peinture à passer par-ci par-là, le volume d'affaires que vous leur apportez, voilà, exactement, c'est quelque chose qu'ils peuvent considérer. Voilà. Il suffit d'envoyer un mail, de passer un coup de fil, et c'est fait dans la journée ou dans la semaine. Il n'y a pas de refacturation au client. Tout est cadré, et ça permet d'avoir une plus grande maîtrise sur les travaux, qui est totalement
c'est pas incommensurable de faire ça par soi-même. Hein. Un bon nombre d'investisseurs investissent dans la pierre aujourd'hui pour leur résidence principale ou pour du locatif et gèrent les travaux eux-mêmes. Mais c'est tout simplement du temps et parfois un peu de déconvenu parce qu'avec des travaux de rénovation, il y a toujours des surprises. Aussi du fait Des aléas. Voilà, des aléas, ça serait faux de dire que ça n'arrive pas sur les projets qu'on réalise également, mais une fois qu'on a vu un problème de plomberie, une fois, maintenant on développe une expérience, une expertise et qu'on répand parmi à tous nos chasseurs et tous nos équipes partout en France. Ce qui permet de forcément les limiter pour les projets suivants. Et cette expérience accumulée nous permet vraiment de gagner du temps et de s'éviter des 2-3 galères sur les projets de rénovation de nos clients. Ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on a un peu évoqué en discutant avant l'enregistrement, c'est l'ingrédient secret de Bivouac. Là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'a priori, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faisables sans Bivouac, parce que trouver un appartement, je peux le faire, gérer les travaux, je peux le faire, trouver un locataire et gérer mon locataire, je peux le faire. C'est juste que ça va me demander du temps. J'ai envie de dire beaucoup que oui, la première chose du temps et un petit peu de compétences que je vais acquérir peut-être en me cassant les dents 2-3 fois, mais voilà, ça me demande du temps, quoi. Et le temps, je l'ai pas forcément. On apporte 2 choses principalement, comme tu le dis très bien, c'est ce temps, puisque pendant que nos clients et investisseurs vont passer des week-ends à la montagne, je ne sais où, en famille, nous... Ou chez eux. Chez eux, ouais, par les temps qui courent, c'est plutôt chez eux, ouais, tu as raison. Nous, on s'occupe de leurs projets, on fait avancer, on rappelle les artisans, on appelle leurs banquiers et on fait en sorte que toute la machine soit bien huilée pour que le projet arrive au terme, parce que rien que ça, c'est une mission en soi, parfois. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est apporter une expertise. On scanne, on analyse tout un tas de données sur le marché immobilier français. On sait où est-ce qu'on peut trouver ces opportunités qui aujourd'hui permettent peut-être de trouver des rendements un peu supérieurs à ceux qu'on aurait au pied de notre porte dans le quartier dans lequel on habite, et puis qui pour autant des quartiers où il y a un surplus de locataires qui assure une garantie de louer quasiment 12 mois sur 12. Voilà, ça c'est notre métier vraiment en amont, et de conseiller les gens en fonction de leur stratégie, leur objectif sur quelle ville, quel type d'opportunité, quel quartier, quel choisir en fonction de où est-ce qu'ils en sont, de leur capacité. Et alors après, trouver un locataire et gérer le locataire. Ça c'est la dernière partie, et pas des moindres, parce que un investissement locatif sans locataire, ça n'a pas trop de... Ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Pas de sens ni d'intérêt. Et là encore, ça fait partie de notre expertise, sélectionner uniquement des zones où il y a une tension locative suffisante pour assurer l'intérêt de l'opération. Ça fait également partie de notre métier de savoir modéliser en amont à notre client quelle est la vacance locative espérée à peu près annuellement sur cette opération en question, parce que c'est faux de penser que même à Paris, un appartement va être loué 12 mois sur 12 pendant les 20 prochaines années de son projet, parce que malheureusement parfois il y a même juste besoin de 3-4 jours, 5 jours pour remettre un coup de peinture dedans, ou tout simplement laisser le temps de locataire de partir et laisser un autre locataire le temps d'arriver. Maintenant, il y a des zones où la tension locative elle est quand même un peu moins, donc il faut faire attention. Ouais, mais c'est là aussi où on aura peut-être un petit peu plus de rendement. Exactement, et c'est ce juste milieu qu'il faut trouver, ces zones qu'il faut identifier où les prix sont un peu moins élevés, et pour autant on a de la tension locative qui est suffisante pour faire des projets intéressants. Donc nous, au-delà d'analyser toutes ces données et de savoir sélectionner ces zones, on a également établi des partenariats avec des acteurs locaux qui connaissent le marché comme leur poche, et qui arrivent à mettre en location rapidement les opportunités de nos clients. Donc là encore, comme pour les artisans de rénovation, on n'est pas gestionnaire locatif, mais on est l'expert, le chef d'orchestre qui va sélectionner le bon gestionnaire, parce que si on met en location un studio ou une colocation,
C'est pas forcément les mêmes compétences qu'il faut avoir dans son agence. On va pas être, c'est pas deux professionnels qui vont pas être développés sur les mêmes réseaux et pour attirer des typologies de locataires peut-être différentes. Et donc là, voilà, nous, on sélectionne les bons professionnels et on suit, on relance, on s'assure de transmettre toutes les informations qu'il faut pour que la location se fasse au plus vite. Et uniquement une fois qu'il y a un locataire dans les lieux, qu'on a tout mis en place avec un gestionnaire qui peut gérer le bien à distance pour le compte de notre client qui, encore une fois, est à Bordeaux, Paris, New York ou Singapour. Eh bien, c'est uniquement à ce moment-là que notre mission s'arrête. D'accord. Donc, ok, elle s'arrête à partir du moment où c'est mis en location. Exactement. Donc, toi, parce qu'il faut bien que tu gagnes ta vie dans l'affaire, toi, tu accompagnes sur le sourcing, sur l'organisation à la fois du financement et la mise en place du locataire. Donc, ta mission s'arrête là. Et après, moi, je suis en relation avec le gestionnaire. Tout à fait. Okay. À l'heure actuelle, on a des partenaires gestionnaires locatifs qui prennent en main les opportunités de nos clients et qui gèrent la relation avec les locataires pour le compte de nos clients. D'accord. Donc, en gros, donc ça va me coûter de l'argent, effectivement, de me faire entourer pour trouver le bien, et on comprend, parce qu'il y a tout un accompagnement qu'on a évoqué jusque-là, et ça va aussi me coûter de l'argent de déléguer la gestion à une agence. Mais dans tous tes calculs que tu proposes en amont, j'imagine que tu inclus ces coûts pour qu'il n'y ait pas de surprise et qu'à la fin, on puisse dire, bon, le rendement que j'ai eu, c'est bien à peu près le rendement peu ou prou, en fonction des années que j'ai eu, c'est peu ou prou ce qu'on m'a vendu, et donc la stratégie est respectée, quoi. Alors, on va même au-delà de ça, puisque ça fait partie des choses qui sont très facilement modélisables. On sait combien coûtent les prestations de ces partenaires gestionnaires locatifs, donc c'est très facile de prévoir et d'inclure ça dans les bilans qu'on présente à l'instant T où on trouve une opportunité sur le marché. Mais on va même au-delà, puisque maintenant, avec l'expérience qu'on construit et les différentes analyses de données qu'on est capable de mener, on est capable de prévoir en fonction du type de bien, de son usage, est-ce que c'est une colocation ou non, en fonction de sa surface, en fonction du type de construction, quels sont les frais qu'il va falloir quand même prévoir pour l'entretien de cet appartement, de cet immeuble, de cette maison, parce qu'un actif immobilier, c'est un actif qui vit, et ça serait faux de penser que même si on fait des travaux de rénovation, qu'on met à neuf l'appartement, vous n'aurez aucun frais pendant 20 ans. Voilà, pendant 20 ans. Ça arrive qu'une plomberie pète, une fenêtre se casse, qu'il fasse remettre un coup de peinture entre deux locataires, et nous, tout simplement, on est capable de modéliser ça voilà, même avant que vous ayez fait une offre sur l'appartement, et c'est ce qu'on présente à tous nos clients. Donc tu es en mesure de me faire mon business plan sur 10, 15 ou 20 ans sur cet actif en disant attention, parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même prévoir peut-être de remettre... il peut y avoir un truc qui pète, donc il faut peut-être provisionner un petit peu, ou il faudra anticiper qu'il va y avoir des dépenses, quoi. Je vais te décevoir, Arnaud, mais il y aura toujours des trucs qui pètent, ça c'est la vie d'un appartement, et voilà, ça s'use et parce que les locataires ils passent du temps dedans, et c'est bien normal, et il faut le prévoir, il faut l'anticiper pour pas se lancer dans une opération qu'on n'aurait pas les moyens de supporter financièrement. Ça fait combien de temps que tu as lancé Bivouac ? Ça va faire 4 ans maintenant. 4 ans. Et aujourd'hui, vous arrivez à... Enfin, vous faites combien d'acquisitions par an ? Alors, c'est un chiffre à spot, parce que j'imagine que c'était moins l'année dernière, ou peut-être encore moins il y a 2 ans. Ce sera peut-être, je l'espère, plus le mois prochain ou l'année prochaine, mais à ce stade. On a fait plus de 130% de croissance cette année par rapport à l'an dernier. Et vu comment on est parti, on devrait encore accélérer sur cette année 2021. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif de la fin d'année 2021, c'est d'atteindre de faire plus de 30 transactions par mois, donc on n'en est pas très loin, et je pense d'ici 1 an ou 2, on devrait être rendu à plus de 500 transactions par an, voilà, sur un marché qui est encore très très grand, mais ça commence à faire pas mal, ouais. Et donc depuis 4-5 ans, est-ce que tu as des clients qui reviennent, du coup, qui ont commencé, qui t'ont fait confiance dès le début, et qui maintenant se disent bon, je développe ma stratégie de patrimonial, et puis il faut que je continue, donc je reviens, et j'ai besoin de faire d'autres acquisitions? On a 23% de clients qui ont déjà investi au moins 2 fois avec Bivouac, et ils vont bientôt être encore plus nombreux, parce que
ils sont encore davantage à nous dire qu'ils veulent repasser à l'action maintenant qu'ils en ont fait un. Ça demande parfois un peu de temps parce qu'il faut avoir un petit peu plus un peu d'apport pour Il faut remettre de côté quand même entre-temps. Ouais, voilà, faut remettre un petit peu de côté, à moins d'avoir un très très bon banquier qui prête quasiment la totalité des frais, mais du prix d'achat, par les temps qui courent, c'est peut-être un peu dur ça en ce c'est un moment. peu compliqué, ouais, faut rester réaliste. Ça l'était en 2018-2019, c'est un peu moins facile à l'heure actuelle, mais oui, on a des clients je disais, près d'un quart des clients qui ont réalisé au moins 2 opérations, et on en a certains qu'on sont déjà là. On est très fiers d'avoir notre premier investisseur qu'on est à la 7e avec nous en presque 4 ans. C'est une fierté pour nous. Ouais, c'est pas mal. Je mets le doigt sur un truc intéressant, c'est pour pouvoir refaire une autre opération, il faut déjà avoir reconstitué un petit peu d'apport, donc il faut avoir mis un petit peu de côté. Et par rapport à sa capacité d'emprunt, il ne faut pas être taqué aussi. Donc quels sont les moyens? Il faut gagner plus d'argent pour être plus solvable, ou il faut avoir remboursé de l'emprunt, ou comment? La première chose, c'est pour aller rechercher de l'emprunt, c'est acquérir la confiance de son banquier. Donc pour ça, il faut déjà avoir fait une première opération qui se loue. Ça, c'est un premier point parce que le banquier, quand vous repassez devant son guichet pour la seconde fois, il va vous demander alors c'est quoi le bilan sur la première opération que vous avez fait? Est-ce que combien de temps a été occupé l'appartement? Et ça, c'est effectivement une des premières informations qui est cruciale à lui communiquer. La seconde, comme tu le dis bien, il ne faut pas être au taquet de son endettement. C'est combien l'endettement aujourd'hui? Ça bouge tous les jours, j'ai l'impression. Alors, à l'heure où on se parle, en février 2021, le HCSF, au Conseil financier, impose un taux d'endettement maximal pour les particuliers de 35%. On va revenir peut-être sur cette définition du taux d'endettement. C'est simplement le ratio entre l'ensemble des charges que vous avez à titre particulier. Donc c'est peut-être des remboursements de crédit que vous avez déjà contractés, un remboursement pour votre crédit auto, une pension alimentaire que vous versez peut-être, un loyer si vous n'êtes pas encore propriétaire. Voilà, toutes vos charges finalement que vous payez chaque mois, chaque année, sur l'ensemble de vos revenus au sein de votre foyer ou à titre particulier si vous investissez seul. Et donc voilà, les banques vont arrêter de vous prêter au moment où vous dépassez ce seuil fatidique des 35%. Donc il faut faire attention à vraiment limiter son taux d'endettement parce que, comme tu le dis bien, dès lors qu'on a dépassé ce seuil-là, eh bien on n'est plus empruntable, on n'est plus finançable, pardon. Et donc avec l'investissement locatif, c'est un peu particulier parce que l'investissement locatif, vous allez demain générer... ça génère du revenu, normalement. Voilà, on génère à la fois une mensualité d'emprunt, ça c'est sûr, le banquier vous prête et du coup vous allez devoir rembourser, mais aussi un revenu. Et les banques, alors là, c'est tout le temps en train de bouger, mais les banques, certaines prennent 100% du loyer en compte, d'autres, la majorité, c'est plutôt 70% des revenus générés en compte. Et avec tout ça, vous calculez, après que vous ayez réalisé ce premier investissement, ce second taux d'endettement où on a ajouté 70% des loyers et cette nouvelle mensualité d'emprunt sur votre projet locatif. Alors le 70%, c'est quoi? C'est parce qu'on pourrait considérer qu'on n'est pas loué à plein temps, qu'il faut quand même prendre un petit peu de marge de sécurité, c'est un aspect fiscalité? La banque, on n'en sait rien. La banque, son métier, c'est de prendre le minimum de risque, de gagner le maximum d'argent au minimum de risque. Vous allez dire, c'est l'objectif de tout investisseur. Et donc, de ce point de vue-là, elle cherche un peu à se protéger. Elle cherche à prendre en compte ce que tu as en partie mentionné. La réalité d'un investissement locatif, c'est qu'il y a parfois un peu de vacances locatives. Il y a des frais imprévus, des charges, des frais d'entretien. Et alors la banque, elle fait pas tout le travail que nous on fait d'aller dans le détail et de prévoir quasiment à l'euro près le bilan financier d'une opération qu'on pourrait trouver sur le marché. Elle simplifie la vie en disant vous allez avoir des charges, ça représentera 30% des revenus et du coup je vais me concentrer sur, je vais prendre en compte dans ce futur taux d'endettement que je vais calculer pour vous uniquement 70% des loyers que vous allez percevoir. Voilà. Et donc c'est important de limiter ce taux d'endettement parce que donc ça pour ce faire, il faut aller chercher des projets où on a un minimum de rendement, des loyers qui
qui soit quand même assez conséquent par rapport aux charges que vous allez générer, pour pas se retrouver à devoir sortir 500 € de sa poche ou même pire tous les mois. Si c'est le cas, vous allez être très très vite limité. À moins de connaître une augmentation de salaire très, très conséquente, mais vous allez être assez vite limité à la suite du deuxième projet, et encore, ce qui pourrait être encore plus dramatique, c'est que ça pourrait vous empêcher de faire d'autres projets par la suite, comme acheter une résidence principale, une résidence secondaire, si c'est l'ambition, et auquel cas, ouais, ça peut être problématique. Et alors, en termes de, j'allais dire, diversification, comme ce qu'on évoquait un peu en préambule, c'est que l'acquisition pour faire l'immobilier locatif, l'investisseur va naturellement chercher à regarder un petit peu autour de là où il habite, en tout cas des zones qu'il connaît, parce que c'est un marché qu'on connaît, c'est un marché sur lequel on peut se rendre, et du coup c'est assez logique. Pourtant, ce qui paraît plus pertinent aujourd'hui, c'est comme on a accès à beaucoup d'informations, ce serait plutôt de sortir de cette zone pour se diversifier un petit peu, puis peut-être trouver un petit peu plus de rendement. Mais là encore une fois, on va se rendre compte que si moi j'habite à Paris, je veux faire un investissement à la fois à Lille, à Rennes, à Marseille et à Strasbourg, et en fait je vais passer mon temps dans le train à aller gérer les emmerdes que j'ai sur mes locations. D'autant plus qu'il aura fallu quand même que je passe un temps fou à comprendre les marchés locaux, les sous-marchés et les niveaux de loyer, et trouver les entreprises. Donc en fait, c'est complètement possible après. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a des professionnels comme Bivouac qui existent. C'est pour ça qu'on est là, en partie. Non, mais oui, la question de où investir, rien que cette question-là, elle est pas forcément évidente. Déjà, alors j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est mieux d'investir si on en a les moyens, la possibilité, que pas. Donc après, c'est toujours mieux d'investir même à côté de chez soi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que à l'heure actuelle, les marchés sont plutôt haussiers, l'argent coûte encore pas cher, on a moyen, si on choisit pas n'importe quelle opportunité, bien sûr, de trouver des choses qui peuvent être relativement rentables et pas impacter justement trop ce taux d'endettement et nous limiter dans notre réalisation de projets futurs par la suite. Mais si on veut effectivement un petit peu optimiser et pas parler au plus pressé, et qu'on est prêt à aller dans des zones qui peuvent proposer de meilleures opportunités à l'heure actuelle, alors là on fait appel à Bivouac et on suit les analyses qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site, sur la page Où investir. On publie beaucoup d'analyses de données à ce niveau-là. Et effectivement, on se rend compte que en 1 heure de TGV, en dehors de Paris, en dehors de Lyon, on arrive à trouver des choses hyper intéressantes qui peuvent avoir peut-être 2 à 3 fois plus de rendement que ce qu'on aurait dans notre quartier, au pied de notre porte. Mais bon, faut trouver, faut y aller, et ensuite faut actionner. Donc ce qui est déjà, ce qu'on évoque depuis le début, c'est que l'ingrédient secret, il y en a pas tellement. C'est juste qu'à un moment, faut passer à l'action, et vous avez l'avantage compétitif de connaître le marché, de suivre le marché, de pouvoir être réactif et de pouvoir organiser l'investissement clé en main. Ok, écoute, on a fait un petit peu le tour de comment trouver des biens, de comment organiser, gérer ses biens. Voilà, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses soi. On peut décider de se faire accompagner parce que on décide d'allouer son temps un petit peu autrement et ses compétences qu'on n'a pas forcément. Donc on peut bénéficier du levier de vos compétences ou des vrais professionnels qui vous accompagnent. Et dans l'idée de constituer un patrimoine, de diversifier un peu et de se lancer dans l'investissement, quoi. Donc il y a des gens qui n'ont jamais fait d'investissement. La plupart de tes investisseurs, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'investissement qui viennent ou qui ont déjà fait quelque chose. 60% de nos clients sont primo-investisseurs, donc investissent dans le locatif pour la première fois avec nous. Et on en a même une partie importante de ceux-là qui sont locataires de leur résidence principale et qui investissent. Ils sont plutôt jeunes, ceux-là, ou pas? Ou pas forcément? Oui, on a je crois que l'âge moyen est de 29 ans. Donc pour les primo-investisseurs, je parle. Donc pour cela, oui, effectivement, on a une grosse partie de jeunes cadres qui souhaitent tout simplement
commencer à préparer leur avenir parce que un prêt immobilier, un projet immobilier, c'est long. Il faut se projeter sur parfois 15, 20, 25 ans. Donc, plus on commence tôt, forcément, plus on en bénéficie par la suite. Et tout simplement, surtout dans le monde actuel qu'on vit, qui est très changeant, on n'a pas tous encore pleinement pris sa décision de où est-ce qu'on veut installer son foyer, sa famille potentiellement, où est-ce qu'on veut faire carrière. Peut-être qu'on va être... les jeunes sont de plus en plus mobiles, changent pour des raisons professionnelles comme personnelles, de lieu de vie, et donc acheter une résidence principale et pour la revendre 3 ans plus tard, sachant qu'on a des frais de notaire et tout un tas d'autres taxes et frais liés à cette acquisition-là. On n'est pas sûr de s'y retrouver. On n'est vraiment pas sûr de s'y retrouver. Donc c'est principalement pour ça que eux se lancent dans l'immobilier locatif à l'heure actuelle. Mais on a vraiment de tout. On a aussi des pères et mères de famille qui ont une vie professionnelle et une vie personnelle avec des enfants, qui leur laisse peu de temps pour faire autre chose et se concentrer sur ces projets de diversification de patrimoine qui sont si importants pourtant, mais voilà, ça consomme énormément de temps. Et quand vous avez des enfants, vous savez ce que c'est, et la valeur du temps. Et puis pour finir, on a des investisseurs, on va dire, même des serial investisseurs qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai, qui viennent nous voir puisque eux souhaitent bénéficier des meilleures opportunités qu'on est capable de trouver, qu'ils ne seraient pas capables de trouver par eux-mêmes, étant donné qu'ils ne sont pas forcément sur place ou qu'ils n'ont, encore une fois, pas forcément le temps de dédier à ces projets. Donc ce que tu pourrais conseiller, ce serait quoi? De commencer à investir tôt et de se projeter sur le long terme? L'investissement locatif, c'est vraiment des projets long terme. Si vous espérez... ça a peu de sens finalement de se lancer dans un projet si c'est le revendre dans 3 à 5 ans même, parce qu'il faut être lucide, il y a énormément de frais, il y a une opération comme ça, à commencer par les frais bivouac, on n'est pas gratuit déjà, et puis les frais de notaire, les travaux de rénovation, etc. Avant d'amortir tous ces investissements, il va falloir que votre bien ait quand même pris un peu de valeur, donc il vaut mieux attendre un petit peu de temps, et puis c'est le vrai intérêt, comme on l'avait dit précédemment, de l'investissement immobilier, c'est de faire appel à de l'argent qui vous attend en fait, voilà, dans votre banque, d'aller chercher un premier prêt, mettons de 200 000 euros. Vous avez une durée d'emprunt de 20 ans. Pendant ce temps-là, c'est votre locataire qui vous paye et pour rembourser ce dit emprunt. Et puis peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir lancé ce premier projet, vous en refaites un second. Et là, c'est plus votre patrimoine, il ne travaille plus sur ces 200 premiers 1000 euros que vous avez emprunté, mais 400 000 euros si vous faites 2 prêts à 200 000 euros auprès de cette même banque. C'est maintenant un patrimoine potentiellement de 400 000 euros que vous allez être 100% propriétaire d'ici 20, 25 ans. Et c'est ça vraiment l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est d'être patient et de lancer des projets pour en bénéficier plus tard. Bon, je crois qu'on a balayé un petit peu le sujet, on a vu les points importants. Écoute, merci beaucoup Martin, c'était super intéressant. Écoute, ravi d'avoir pu discuter de tout ça avec toi Arnaud, et puis merci de ton invitation. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur toi, sur Bivouac ? Alors Bivouac, déjà sur le site internet bivouac.com, bevouac.com, et puis sinon moi sur LinkedIn, Martin Ménez, vous me trouverez assez facilement. Super, merci Martin. Merci Arnaud.